pouvez sortir numériquement vos avoirs pour les garder chez vous. C'est ça l'avantage. Donc, moi, je ne suis pas dans le domaine de la crypto-monnaie pour dire on va remplacer les banques parce que je trouve que les banques offrent un service que les gens ont besoin. Et c'est pas tout le monde qui veut garder ses avoirs ou il va encore exister des hypothèques, il va encore exister toutes sortes de trucs que les banques offrent. Moi, le problème principal que je trouve qu'on a dans notre société moderne, c'est les monnaies fiduciaires, puis c'est à ça que Bitcoin s'attaque. Bitcoin, ça permet de contourner le système bancaire, mais je ne pense pas que ça remplace le système bancaire. Je pense que ça remplace la monnaie d'État. Je ne sais pas si je suis plus clair dans mon angle, mais c'est ça mon angle. Donc, moi, je ne m'attaque pas aux banques. Les banques, ça, à mon avis, ça va être nos alliés. Parce que les banques centrales vont essayer de les contourner. Les banques centrales, ça vient avec le CBDC, les monnaies numériques de banque centrale. Ils vont parler directement aux citoyens. Ils vont contourner les banques. Moi, je pense que les banques vont dire, oh, là, ils veulent nous rendre obsolètes. Puis ils vont peut-être s'intéresser à Bitcoin puis nous offrir des comptes en Bitcoin. Ça exactement. Je pense que ça viendra... Enfin, après, c'est mon humble avis de débutant, mais je pense que cette technologie est tellement puissante et on peut pas l'arrêter finalement que les banques ont beau être hostiles aujourd'hui, je pense que demain elles auront pas d'autre solution que de s'adapter et que de proposer des solutions. Tout à fait. Et justement pour rebondir un petit peu sur l'utilité du Bitcoin, aujourd'hui les gens s'en servent pas tant que ça, enfin si pour le coup si, il y a beaucoup de réfugiés qui utilisent Bitcoin pour transférer des fonds à leurs familles qui sont restées chez eux notamment. Mais au-delà de ce cas-là, il n'y a pas forcément énormément de personnes qui utilisent Bitcoin pour son utilité première, comme tu nous la vends. Et du coup, est-ce que les gens qui achètent du Bitcoin et qui sont pour beaucoup des holders, ils gardent leur Bitcoin dans un aspect spéculatif, est-ce que ces gens-là, finalement, ça va pas contre la nature de Bitcoin d'acheter du Bitcoin pour qu'il augmente et puis au final personne l'utilise? Ouais. C'est quoi ta position là-dessus? Oui, c'est que moi, je prétends qu'il n'y aura pas de mauvais moment pour embarquer dans Bitcoin parce que là, en ce moment, évidemment, c'est un bon moment parce que potentiellement, ça peut monter. Évidemment, c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de monde qui en achète parce qu'on est tôt. Puis, il y a une espérance de monter des prix. Personnellement, moi, le prix de Bitcoin, ça m'intéresse très, très peu. Là. Je ne suis pas là-dedans pour me devenir riche. Je suis là-dedans pour remplacer la monnaie d'État. Parce que dans mes études, j'ai vu ce que ça faisait, la monnaie d'État avec l'inflation. C'est ça la source de beaucoup de problèmes, je trouve, dans la société. Moi, c'est pour ça que je m'intéresse à Bitcoin puis je crée du contenu pour Bitcoin. C'est vraiment pour répandre cette idée-là. C'est très clair dans mon livre. Pour ceux qui voudront lire mon livre, là, c'est très, très clair, mon opinion là-dessus et pourquoi j'ai cet angle-là. Mais après ça... donc, pourquoi les gens achètent du Bitcoin? Oui, c'est pour que le prix monte. Les entreprises en achètent pour se protéger contre l'inflation. Tesla le fait, MicroStrategy le fait. Et est-ce que ça va un peu à l'encontre à quoi ça sert Bitcoin? En fait, non, parce que comme je dis, il n'y aura pas de mauvais moment pour joindre Bitcoin. Quand les gens vont joindre Bitcoin dans 20 ans, ils vont dire ah, on est en retard. Mais non, en fait, ce qu'ils vont avoir gagné, c'est un système que tu ne peux pas diluer. C'est ça le gain. Le gain, c'est pas genre je l'ai acheté à 10 000 puis je le revends à 100 000. Ça, c'est parce que quand vous le vendez à 100 000, vous l'échangez contre des dollars, de la monnaie d'État. Personnellement, l'idée, c'est de l'en garder. Moi, je vais léguer mes bitcoins à mes enfants. Je pense jamais les dépenser. J'en ai pas besoin. Puis j'en ai pas beaucoup en passant. Je dis mes bitcoins, mais je suis loin d'avoir des bitcoins, rassurez-vous. J'ai quand même joint en 2018. Je suis vraiment pas riche en bitcoin, mais le peu de bitcoins que j'ai accumulé, je vais les... parce qu'on peut acheter des fractions de bitcoin en passant. Je vais les léguer à mes enfants parce que j'ai l'impression que ça va pas... parce que ça va être plutôt une espèce de réserve de valeur ou un e-state en anglais, pas e-state, mais une espèce de leg de valeur, ça va permettre ça. Ouais. Puis peut-être qu'à leur époque, Bitcoin va avoir l'hyper-bitcoinerization qu'on appelle. Peut-être que eux, la monnaie native va devenir du Bitcoin. Fait que là, le prix va être stable, plutôt stable, parce que ça va être ça la monnaie principale. Et là, eux pourront le dépenser sans avoir un coût d'opportunité incroyable. Si je dépense du Bitcoin aujourd'hui, puis il vaut 10 fois plus cher dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans, ben ça va avoir été un gros coût d'opportunité de le dépenser. Fait qu'il n'y a pas vraiment de raison de le faire parce que j'ai de la monnaie fiat à dépenser parce que je reçois un salaire à toutes les semaines. Donc éventuellement, ça sera valable de dépenser du Bitcoin parce que le prix va se stabiliser. Il n'y aura pas un trop gros coût d'opportunité.
Puis ça va être mes enfants qui vont vivre ça. Donc, la réponse, c'est non. C'est pas contradictoire parce que le moment où Bitcoin va être utile, c'est quand la montée folle va se calmer, quand ça va être plus généralisé. Puis là, même les gens qui se joignent à Bitcoin, à ce moment-là, ils ne seront pas perdants parce qu'ils auront la meilleure monnaie qui a jamais existé au lieu d'avoir des monnaies qui se dévaluent. Et nous, on n'en a pas besoin parce que nos monnaies sont relativement stables. Mais parler à tous les pays qui ont des monnaies inflationnistes ou hyperinflationnistes, eux, ils en ont besoin en ce moment. Pour eux, c'est valable maintenant. Mais nous, Canadiens, Européens, aux États-Unis, on subit de l'inflation, mais on ne subit pas de l'inflation extrême qui nous forcerait à utiliser Bitcoin, disons. Vas-y, excuse-moi. D'ailleurs, je rebondis sur ce dernier argument-là, c'est d'ailleurs en partie pour ça qu'il y a beaucoup de petits pays qui adoptent le Bitcoin comme monnaie officielle. Voilà. C'est pour ça. Parce qu'eux, ils en ont besoin. Donc c'est pas du tout contradictoire que les gens qui ont une monnaie relativement stable accumulent du Bitcoin, puis que les pays où il n'y a pas d'alternative, ils n'ont pas une monnaie pas stable, eux, ben, ils sont contents d'être payés en Bitcoin puis de dépenser du Bitcoin, même si le prix, la valeur fluctue, puisque leur monnaie se dévalue à fond de toute façon. Donc voilà, il y a deux mondes. Il y a le monde où la monnaie fiduciaire est relativement stable et il y a le monde où la monnaie fiduciaire est absolument pas stable. Et ces gens-là ont besoin de Bitcoin maintenant, comme au El Salvador. Il y a d'autres pays aussi qui veulent... en fait, le El Salvador, c'est qu'il était déjà basé sur le dollar US, donc il y avait déjà une monnaie étrangère comme monnaie. Fait que tant qu'à ça, eux, ils peuvent utiliser Bitcoin. C'est pas parfait, là. Je suis beaucoup mes amis qui sont partis là-bas. C'est vraiment pas parfait, mais c'est un début. Puis ça va être un beau laboratoire pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et dans un horizon un petit peu plus lointain où on imaginerait que même les monnaies fiduciaires les plus stables aujourd'hui, et d'ailleurs le contexte est intéressant je pense parce qu'on voit que j'ai lu tout à l'heure un tweet qui disait que 35% des dollars qui circulent actuellement ont été imprimés en 2021 ou en 2020, je ne sais plus exactement. C'est quand même des statistiques qui sont incroyables et il me semble qu'on a déjà des taux d'inflation qui dépassent ceux de 2008. Ce qui est quand même extraordinaire. Et donc justement par rapport à ça, toi dans ta vision des choses, tu vois le Bitcoin comme la monnaie qui remplacera les monnaies fiduciaires. Tout à fait. Parce qu'il est strictement limité, puis personne ne peut décider de le diluer. Et c'est pas nouveau, là, ce que tu viens de décrire, la dilution des monnaies. Là, ça fait depuis l'Empire romain que ça arrive. Là. C'est quand on étudie ça, on se dit, mais voyons, on n'apprend pas. Une des raisons de l'effondrement de l'Empire romain, c'est la dilution de la monnaie. Carrément, le denarius d'argent, qui contenait genre 97% d'argent lorsqu'il a été créé, ou 95%, à la fin, il y avait moins de 0,05% d'argent métal dans la pièce. Les empereurs utilisaient ça carrément pour financer la guerre. Ils émettaient une pièce, ils étaient supposés avoir tant de pourcentage d'argent, puis là, ils changeaient la recette, puis là, ils vendaient comme si ça avait tel pourcentage, puis le temps que les gens s'en rendent compte, ils profitaient ça s'appelle du seigneurage, là, en fait. Là. Ils profitaient de ça pour financer les guerres, puis en profiter. C'est ça qu'on fait avec l'inflation aujourd'hui, c'est exactement le même principe. On ne dilue pas la valeur monétaire de métal de votre monnaie, mais quand on ajoute la monnaie dans l'économie, ce que ça fait, c'est qu'il y a plus de demandes pour les biens et services, ça fait augmenter les prix. Fait que c'est le même principe, ça dilue la valeur de la monnaie qui existe déjà. Donc oui, Bitcoin, c'est exactement à ça que ça sert. Ça sert à... Donc on pourrait avoir exactement le système qu'on a actuellement, la même chose, c'est qu'on vient être basé sur le dollar US ou les pétrodollars. Ça serait basé sur Bitcoin. C'est juste que les pays n'auraient pas le loisir de diluer la monnaie. Fait que les pays, il faudrait qu'ils soient responsables fiscalement avec leurs dépenses parce qu'ils ne pourraient pas imprimer de l'argent à l'infini. Puis il faudrait qu'ils se prêtent de l'argent ou augmentent les taux d'intérêt pour avoir des prêts pour financer leurs activités. Mais là, d'ailleurs, dans un horizon comme celui que tu imagines, les pays n'auraient pas un intérêt à miner du Bitcoin dès aujourd'hui. On voit des pays comme la Chine qui interdisent le minage. D'ailleurs, j'avais lu un article qui disait qu'ils reconsidéreraient peut-être la question dans un futur proche. Quel est l'intérêt pour les pays aujourd'hui de lutter contre une technologie qui ne veut pas être arrêtée et qui semble être toujours plus gagnante face aux monnaies fiduciaires?
Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a de un, peut-être que les gens au gouvernement ne comprennent pas c'est quoi Bitcoin de un. De deux, ceux qui le comprennent et qui sont attachés à la monnaie fiduciaire parce que ça leur permet de faire de l'expansion monétaire puis de financer leurs dépenses, ben, j'imagine qu'ils ne voudraient pas qu'ils soient dans un système Bitcoin. Là, ça les permet de les garder au pouvoir. Là. C'est comme c'est avec ça qu'ils font leur promesse électorale, littéralement, l'impression monétaire. Donc, il y a ces deux aspects-là, la non-connaissance, le fait qu'ils ne veulent pas l'utiliser, contre versus de dire waouh, ce serait le fun qu'on puisse en miner, puis que notre valeur, c'est comme garder de l'or dans des voûtes, mais fois 100, 100 fois mieux. Fait que, il y a sûrement des gens dans les gouvernements qui disent hey, on devrait faire ça, puis ben, ça doit être une guerre, ben pas une guerre, mais une décision difficile à prendre entre les différents intervenants, de dire est-ce qu'on arrête de se financer par l'impression monétaire, puis on accumule les bitcoins. Puis aussi, il n'y a rien qui dit que ça va marcher, Bitcoin. Là. Moi, je suis je suis très optimiste, puis j'ai l'impression que ça va changer le monde, mais peut-être que je me trompe. Là, je veux dire, c'est sérieux aussi des gouvernements, là, ils ne veulent pas se lancer dans des choses qui ne sont pas prouvées ou qui sont... j'ai compris un peu d'être réticent. D'un, ça les attaque, puis de deux, ben, il n'y a rien qui prouve que Bitcoin va changer le monde. Mais je pense que s'ils lisaient, s'ils s'informaient comme je me suis informé, peut-être qu'il y aurait la même conviction de moi, puis ça changerait. Mais c'est ça, on peut se tromper. Fait que, qu'est-ce qui va arriver en passant, c'est qu'il y a certains pays qui vont le faire, puis ça va créer un incitatif pour les autres pays de suivre, parce que les pays qui vont le décider d'avance vont avoir un avantage. Ça va se faire par la compétition, carrément. C'est ça qui va arriver. Un effet domino. Mais on aurait dû inviter Christine Lagarde pour participer au débat parce que je suis pas sûr qu'elle soit très tentée par le Bitcoin pour l'instant et je pense pas qu'elle va l'être dans les prochaines années. Christine Lagarde va imprimer des euros pour sauver le climat en passant. C'est ça le prochain angle des banques centrales en passant. Donc elle ne voudra pas embarquer dans Bitcoin parce qu'elle va dire que si on embarque dans Bitcoin, on ne pourra pas sauver la Terre en imprimant de la monnaie. Ce qui m'apparaît complètement contradictoire parce que quand on imprime de l'argent, on augmente la consommation puis c'est avec la consommation qu'on détruit la Terre. Donc son argument fait aucun sens à mon humble avis. Mais je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Là. Je ne me prétends pas économiste, mais moi je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire quand ils disent qu'on va sauver la planète en imprimant de l'argent. Parce que quand on imprime de l'argent, à chaque fois qu'on imprime $1, il y a $1 qui se dépense. Quand il y a $1 qui se dépense, ben, on prend des ressources puis on brûle l'énergie. Puis après ça, on dit que Bitcoin est polluant, mais non, en fait, Bitcoin, c'est une utilisation saine de l'énergie parce que ça nous permet d'avoir un appareil monétaire neutre qui ne dépend pas des décisions d'un pays ou des volontés d'un gouvernement. C'est neutre. C'est les gens qui veulent en avoir, ils dépensent d'énergie puis ils obtiennent des bitcoins en échange. Tu ne peux pas avoir mieux que ça pour réguler la sécurité d'une monnaie. Donc, quand on calcule l'énergie qui est dépassée dans Bitcoin, mais il faudrait calculer toute l'énergie qui est dépassée par l'armée américaine pour protéger le dollar US. Donc, moi, j'ai aucun problème avec la dépense énergétique de Bitcoin, mais j'ai beaucoup de problèmes à la dépense énergétique de l'impression monétaire. Voilà. Vraiment, on aurait vraiment dû inviter Christine, elle aurait été ravie d'entendre tout ça. Et pour reprendre un petit peu ce que je vois dans le chat, les projets de la Banque Centrale Européenne qui veut faire une monnaie numérique, mais justement, c'est ce genre de projets qui sont un petit peu dénigrés parce que le degré de centralisation sera tellement fort que au final, il n'y aura pas forcément d'intérêt particulier. Quentin, reprendre mes remarques, oui, elles sont tellement pertinentes, JNR, que je suis obligé de les reprendre. Oui, c'est ça. Puis en passant, on pourra passer aux questions. Après, mais je dirais seulement que les monnaies numériques des banques centrales ou les crypto-monnaies de banques centrales, c'est pas du tout comparable à Bitcoin ou aux autres crypto-monnaies. Là. C'est tout simplement qu'ils utilisent la même plateforme, disons, que les crypto-monnaies, que les gens pourront avoir leur propre clé. On va pouvoir envoyer l'argent directement aux gens. Mais après ça, c'est absolument pas comparable. Là. Ça reste des fiat, ça reste des monnaies d'État. C'est juste qu'ils changent un peu la technologie. C'est qu'en fait, tu pourrais sortir l'argent de la banque puis l'avoir chez vous, mais ils vont pouvoir la diluer, ils vont pouvoir mettre une date d'expiration. Même j'ai vu quelque chose de passé de fou sur Twitter qui se disait qu'est-ce qu'on va faire pour baisser la masse monétaire, tu sais. Quand on va avoir des CBDC, les monnaies de banque centrale, parce qu'en ce moment, les banques centrales, ils diminuent le volume monétaire quand ils baissent les taux d'intérêt, tout ça, et quand les dettes s'annulent, le volume d'argent baisse. Quand il y aura les monnaies fiduciaires numériques,
des banques centrales, ben, ils vont devoir, je ne sais pas moi, mettre des dates d'expiration, ils vont devoir peut-être prendre l'argent dans votre compte. Tu sais, c'était même soulevé là, par l'intervenante d'une des banques centrales en disant, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire pour ça. Et puis elle a mentionné le fait de peut-être faire des ponctions dans les comptes pour diminuer le volume monétaire. Ça va loin, là. Ça va être un peu étrange, je pense, parce qu'ils vont trouver que ça va être difficile de faire les mêmes opérations qu'ils font Ouais. avec la masse monétaire actuelle. Ça va être compliqué. un je mélange particulier qui, à mon avis, enfin oui, effectivement, ce sera compliqué. Je doute que ce soit adopté massivement comme les crypto-monnaies qu'on connaît aujourd'hui, mais enfin, seul l'avenir nous le dira. Mais ça va être, pour terminer là-dessus, ça va être vendu pour la monnaie hélicoptère qu'on appelle l'hélicopter money en anglais. C'est que les gens vont s'abonner puis l'État va leur verser un UBI ou des chèques par rapport à ça. Ça va être vraiment l'appât du gain. Dire, ben, abonnez-vous à notre système puis à tous les mois, on va vous verser telle somme. Là. Je pense que c'est ça qui est le plan d'enlever, dans le fond, les banques, puis au lieu d'envoyer des chèques, c'est ça qui va arriver, parce que c'est ça qui se passe avec la pandémie, justement. Là, aux États-Unis, il y a des stimulus, au Canada, il y a la PCU. En Europe aussi, je pense que vous avez des versements là, qui sont arrivés pour la pandémie. Ben, ce genre de mécanisme-là, ça pourrait être plus simple, en fait, pour la Banque centrale d'opérer. Puis ça va être un incitatif aux gens pour souscrire au programme, à mon avis. Bah écoute, merci pour cette présentation. On approche l'heure de présentation. Je pense qu'on a déjà fait un tour plutôt global. J'espère déjà que ça vous a plu. Et dans un second temps, surtout, posez vos questions, c'est le moment. Les moindres questions que vous avez sur tout ce qu'on a pu dire. Je vais commencer par remonter le chat avec toutes les questions qu'on a pu voir au départ. Alors ça va être un petit peu compliqué. Peut-être mieux... Vaudrait-il mieux que vous posiez vos questions maintenant? Ceux qui avaient des questions qui les ont posées un petit peu plus haut, je suis désolé, il y a eu beaucoup de messages pendant la petite conférence. Alors voilà, ça arrive. Bitcoin Lightning. Alors, je crois que Amine parle de Lightning Network. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est une des secondes couches sur Bitcoin. Je vous parlais tantôt là, que pour que Bitcoin fonctionne dans l'avenir, il faudra faire de la mise à l'échelle. J'ai parlé des banques qui pourraient faire beaucoup de transactions Bitcoin entre les comptes, puis après ça, faire une transaction dans Bitcoin qui va inclure beaucoup de transactions pour sauver les frais, pour pouvoir supporter toutes les transactions de la Terre. Mais il y a une autre solution qui est décentralisée qui s'appelle Lightning Network. Donc essentiellement, c'est qu'on ouvre des canaux. Donc vous auriez votre propre nœud Bitcoin ou vous utilisez une solution hébergée. Là. Il y a un fournisseur de Lightning. Ça, c'est un peu moins décentralisé, mais ça va être possible aussi. Qui vous ou lui ouvre des canaux avec d'autres nœuds Bitcoin ou deux utilisateurs de Lightning. Puis disons, dans votre canal, vous mettez un Bitcoin. Puis la personne de l'autre côté met un Bitcoin aussi. Bien, vous allez pouvoir faire 1 million de transactions sur la période que vous voulez. Là, je disais million, c'est un nombre arbitraire. Là. Vous pouvez faire 1000, 2000, 100 000 transactions back and forth. Là. Je vous envoie 0.1 Bitcoin, il m'envoie 0.2, je lui envoie 0.05. Donc, à quoi ça servirait? C'est, disons, vous avez un marchand près de chez vous que vous faites affaire à tous les jours. Bien, au lieu de faire une transaction Bitcoin par jour, bien, vous ouvrez un canal avec lui. Puis là, vous faites des échanges comme ça. Puis au bout de la semaine, bien, vous fermez le canal. Puis ben, vous avez fait une transaction au bout de la semaine ou au bout du mois, au lieu d'en faire une par jour. Ça va sauver beaucoup de transactions et ça va permettre justement de sauver des frais et de sauver du bandwidth sur la blockchain. Et à terme, ce qu'on pense, c'est que c'est comme ça que ça va marcher principalement Bitcoin. C'est comme ça que ça marche au El Salvador en ce moment avec leur système. Chivo, c'est du Lightning, c'est pas des transactions. Quand vous achetez un Big Mac au El Salvador, ça se fait pas sur le réseau Bitcoin direct. Ça se fait sur la solution Chivo qui est supposée de fonctionner avec le Lightning Network. Donc, McDonald's ouvre des canaux avec l'application Chivo, c'est comme ça que ça s'appelle, du gouvernement, puis ça fait des back and forth comme ça, sans faire de transactions. Donc, on réserve une capacité en Bitcoin, puis après ça, on peut faire plein de transactions dans ce canal. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu complexe, là. C'est difficile à comprendre au premier abord, mais même pour moi, c'est encore un peu flou. Mais c'est là-dessus que c'est sur ça que Bitcoin se base pour se mettre à l'échelle de la planète. Si on devait le résumer en 3 mots, c'est une sorte de passerelle qui permettrait à Bitcoin d'exploiter toutes ses fonctionnalités, notamment les fonctionnalités de transfert de fonds, de paiement, etc.
je pense. Ben, c'est Oui, Oui, voilà. C'est vas-y, une couche continue au-dessus, compléter. c'est une couche au-dessus de Bitcoin Ouais, voilà, qui exactement. permet d'échanger des Bitcoins sur une couche supérieure. Ben, en fait, je vais vous le résumer facilement. Visa, là, chez vous, je sais pas, ça marche pas comme ça en France, mais partout ailleurs dans le monde, Visa, c'est un réseau complètement à part. Quand vous payez en dollars ou en euros avec Visa sur le réseau Visa mondial, ben, ça se passe tous dans les serveurs de Visa, puis ça permet de faire des milliers et des milliers de transactions à la seconde. Puis c'est pas envoyé à votre banque tout de suite. Les transactions se font à la banque plus tard dans la journée. Là, ils font plein de transactions, puis ils font des settlements le soir avec les banques. Bitcoin, Lightning Network, c'est un peu la même chose. Vous travaillez sur un réseau parallèle, puis à un moment X, ben, vous envoyez la transaction sur le vrai réseau Bitcoin, simplement. Voilà. Amine, j'espère qu'on a répondu à ta question. Prochaine question, du coup, quand le BTC atteindra les 21 millions minés, qu'est-ce qu'on en fera? J'ai expliqué un peu tantôt, c'est que c'est les frais de transaction qui vont payer la sécurité. Parce que quand les mineurs, la récompense que les mineurs obtenaient quand ils minaient des blocs, ça servait à payer l'électricité puis les équipements. Mais il faudra que les frais de transaction compensent pour la perte des récompenses en Bitcoin à ce moment-là. Il n'y en aura plus en 2140. Mais bien avant ça, il va y avoir que des petites fractions de Bitcoin. Fait que ça va être un peu comme s'il en donnait plus, dans un sens. Donc, ça va se faire dans les prochaines décennies. Puis c'est des frais de transaction qui vont compenser. Fait qu'il n'y a rien, en fait, qui va arriver une fois qu'il n'y aura plus de nouveaux Bitcoin émis. Ça va être les frais de transaction qui vont compenser pour payer la sécurité. Et ce qu'on en fera en termes d'utilité, c'est ce qu'on vient de dire avec le Lightning Network. On pourra l'utiliser un petit peu partout, mais à condition que ce soit adopté et que ce soit bien intégré un petit peu partout. Ah oui, ben dans le fond, peut-être qu'il voulait dire dans le sens que s'il n'y en aura pas de nouveau, dans les deux comment. sens, je pense. Ouais, c'est que c'est pas rendu là, ben, les gens vont s'échanger. N'importe quelle quantité de monnaie est bonne, là, tant que c'est assez divisible. On n'a pas besoin d'un afflux de nouveaux bitcoins pour que ça fonctionne. On peut très bien fonctionner. Si on arrêtait d'ajouter des bitcoins aujourd'hui, il y a assez de bitcoins puis de Satoshi, c'est l'unité de base de bitcoin, c'est des Satoshi. Il y en a assez déjà pour supporter toute la planète. Là. Il y en a 18 millions fois 100 millions. C'est assez. Il y a assez d'unités. Prochaine question, du coup, par rapport à la mise à jour dont tu as parlé tout à l'heure. Oui. Comment, c'était Taproot, c'est ça? Comment Taproot a été déployé? Qu'est-ce qui la met à jour? Comment on réussit à mettre à jour le BTC? Ça, il me semble qu'on en a déjà parlé un petit peu. Une super question, je peux répondre à ça bien rapidement. Bien sûr. Je vous ai parlé qu'en 2015-2017, il y a un groupe de mineurs qui voulaient faire une mise à jour pour les blocs, pour les mettre plus gros. Puis ça a été repoussé par les nœuds qui ont dit si vous faites ça, on ne va pas accepter vos blocs. Bon, fait qu'il y a eu cette guerre-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, le processus pour prendre des décisions dans Bitcoin. Ce qui est arrivé, en fait, dans ce que je vous ai proposé, ce que je viens de vous présenter, cette guerre-là, il y a eu plein de codes qui ont été écrits, plein de logiciels qui ont été proposés, puis les gens l'acceptaient ou pas. Puis les mineurs roulaient le code qui était fait pour avoir des plus gros blocs, puis les nœuds, non. Fait qu'il y avait comme une... donc, c'était ça la menace. S'ils activaient le code, ben, les bitcoins n'étaient plus valides. Donc, tout ça pour vous dire que quand il y a une mise à jour, ben, il y a des développeurs qui développent la mise à jour, qui font le code des mois d'avance, comme le code de Taproot, ça fait même des années qu'il est écrit et qu'il est testé sur le réseau de test. Puis là, après ça, on fait une proposition. Là, les développeurs disent, ben, je vous propose à la communauté que ça va être ça, la mise à jour. Fait que là, les mineurs, ils peuvent signaler leur approbation ou leur non-approbation dans les blocs qu'ils minent. Quand ils minent un bloc, ils peuvent mettre un flag pour dire, moi, j'accepte la mise à jour ou j'accepte pas la mise à jour. Ça n'a rien d'exécutif, c'est juste pour donner un feel de la communauté. Puis un moment donné, ça devient exécutif. Un moment donné, on dit, quand on lance la vraie campagne, c'est le chemin qu'ils ont pris cette fois-là, ils ont lancé la vraie campagne d'acceptation. Puis, ça prenait 90%, je pense, d'approbation des mineurs. Fait que si les mineurs mettaient un flag spécifique, ça voulait dire que le code allait s'activer. Et le code s'active plusieurs mois plus tard. Comme là, il s'est activé, ça a été voté cet été, ça.
puis ça a été activé hier. Donc, le code est déjà là depuis beaucoup de temps dans la mise à jour. Le code était déjà là, mais il n'était pas actif. Puis, c'est là que c'est exécutif automatique. Quand le système Bitcoin avec un B majuscule détecte que les mineurs ont accepté à 90% le code, ben, il déclenche l'activation pour dans 4 mois, mettons. Puis là, ben là, on est rendu là. Fait que c'est les développeurs qui proposent, ils mettent le code dans le Bitcoin, dans le code source de Bitcoin, puis Bitcoin vérifie si les mineurs veulent l'activer. Puis quand il dépasse à 90%, il l'active, mais c'est un délai de 4 mois plus tard, puis là, ben, ça vient de s'activer. Fait que c'est comme assez automatique, puis un consensus émergent encore. C'est ça le concept, c'est le concept du consensus émergent qui est fantastique. Voilà. Je crois qu'on a bien répondu à la question, du coup. Ahmad a l'air satisfait. Je pense que ce sera une des dernières questions, du coup, encore une question technique. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur le hash comment ça pour le coup, je le sais, ça c'est incroyable. Comment le hash, la technique du hash, fait pour assurer la sécurité du bloc? Oui. Donc, un hash, là, c'est tout simplement une fonction qui prend n'importe quelle entrée en texte et le transforme en une série de 1 puis de 0 de 256 bits. Donc, des bits, c'est des 1 ou 1 0, c'est une bit. Donc, si on met un texte, disons un livre, puis on le passe dans cette fonction d'hachage-là, on aura une signature de 256, 1 et 0. On peut faire la même chose avec un bloc Bitcoin. On prend le bloc, donc le bloc c'est littéralement juste pas juste, mais c'est principalement des transactions. Donc Paul envoie un Bitcoin à Marie, Marie envoie 1.5 Bitcoin à Claude, Claude envoie ainsi de suite. Donc plein de transactions en texte et d'une adresse à une autre adresse. Puis on prend ce bloc-là, puis on le passe dans la fonction d'hachage, puis ce qu'on obtient, c'est une série de 256, 1 et 0. Cette signature-là, ce hash-là, est mis dans le prochain bloc et il fait partie de la signature. Et toutes ces signatures-là, c'est très facile à vérifier. On les passe dans la fonction de vérification, puis on dit, mettons, est-ce que ce texte-là donne ce hash-là? Ben oui. Mais ce qui va arriver, c'est si on change 1 ou 1 0 dans toute la blockchain, ben ça va modifier la signature de toute la blockchain. Puis si on passe la blockchain dans la fonction, ça ne donnera plus le même résultat que ça donnait avant. C'est ça qui casse la signature de la blockchain. Et c'est comme ça qu'on peut s'assurer que personne n'a jamais modifié un 1 ou un 0 dans la blockchain de Bitcoin. C'est en passant la blockchain en entier dans une fonction d'hachage qui peut donner une signature qu'on connaît. Déjà, si ça ne donne pas la même signature, ben c'est mort. Il y a quelqu'un qui a modifié la blockchain. Je vais rajouter dans le chat une vidéo qui explique encore un petit peu plus en détail ce mécanisme-là pour à la fois ceux qui n'auraient pas compris et ceux qui voudraient en savoir encore un petit peu plus. C'est une vidéo qui est vraiment incroyable. Je crois qu'elle a déjà été partagée, je ne sais pas si c'est celle-ci. Je vais la rajouter quand même au cas où. Voilà. Mais pour le coup, je trouve que c'était très bien expliqué. Hein. C'est simplement pour voir un petit peu plus en profondeur. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore des questions? C'est le moment. Après, David s'en va. Si vous n'avez pas de questions, c'est parfait parce que vous allez pouvoir approfondir vous-même de votre côté encore un petit peu plus parce que David est à la fois un grand lecteur, mais il a aussi écrit un livre qui reprend un petit peu tout ce qu'il a dit durant cette intervention et encore plus. Je peux même, d'ailleurs, tu peux présenter ton œuvre, franchement, c'est très cool. On l'a lu sur le club Read and Think, pour ceux que ça intéresse. On l'a lu, on a fait aussi une réunion, c'était très très bien. On a fait cette réunion aussi avec Augustin qui est là. Donc voilà pour son livre, vous pouvez le retrouver ici. C'est vraiment un très bon livre de vulgarisation, uniquement spécialisé sur Bitcoin, donc c'est vraiment très très cool. Pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez le commander, c'est vraiment très très cool, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis David, si tu veux faire une petite présentation de ton ouvrage, c'est avec plaisir.
Certainement, c'est très gentil. Donc oui, mon livre, il s'appelle Tout sur Bitcoin, puis je dis souvent, c'est pas un titre pompeux. Là, je couvre vraiment tous les sujets là, qui m'ont interpellé dans mes recherches. Comme je vous ai dit, j'ai lu 25 livres là, sur le sujet, même 26 maintenant. J'ai pris tous les sujets comme qu'est-ce que la monnaie, comment ça fonctionne la monnaie d'État, comment fonctionne Bitcoin, c'est quoi l'avenir de Bitcoin, c'est quoi qui donne une valeur à Bitcoin, comment envoyer des Bitcoins, comment recevoir les Bitcoins, comment en acheter, comment les adresses Bitcoin ça fonctionne, comment le minage fonctionne, tout est expliqué littéralement. Parce que dans mes lectures, j'ai trouvé plein de bonnes ressources pour apprendre chacun des sujets que je viens de vous mentionner, mais il n'y avait aucune ressource qui le faisait au complet. Puis il y a aussi beaucoup d'ouvrages qui sont longs. Ouais, Beaucoup de complètement. détours. Moi, c'est très succinct. C'est vraiment... il y a eu un travail d'édition. C'est un vrai livre publié. J'ai une éditrice qui a fait un travail incroyable pour la structure. Donc, c'est vraiment bien rédigé. J'ai écrit presque toutes les phrases, mais mettons, la structure a été beaucoup aidée par mon éditrice. Fait que il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait. Donc, c'est autant pour les débutants que pour les bitcoiners aguerris, parce qu'il y a des bitcoiners aguerris qui sont moins forts dans certains sujets et ça va leur donner aussi des trucs pour expliquer à leurs amis. Donc, c'est pour tout le monde, ça couvre tous les sujets et il n'y avait pas non plus de ressources en français de cette qualité, à mon avis. J'ai presque lu tous les livres Bitcoin, puis j'en avais pas trouvé. Les majeurs, en fait, les plus connus sont en anglais. Donc, c'est un peu un résumé de tout ça en français. Et j'ai aussi traduit Inventing Bitcoin, l'invention de Bitcoin avec des collègues. C'est aussi disponible. Je suis en train de traduire Layered Money, qui est un des livres forts aussi que j'ai lu, qui est la monnaie, qui sera la monnaie multicouche en français. Donc, en plus d'écrire un livre, je fais un travail de traduction parce que je veux donner à la francophonie les mêmes outils que les anglophones ont pour comprendre Bitcoin. Je trouve que c'est extrêmement important. Voilà. Merci pour les travaux. Tu contribues largement à faire de nous des non-nulos. On deviendra plus nulos à partir de quelques temps et on est déjà un peu moins nulos après cette conférence. Je vois que les gens te remercient beaucoup. Je pense qu'ils ont pas mal apprécié. Merci tout le monde, Merci à tous. merci tout le monde d'être venu, de nous avoir écoutés, d'être resté jusqu'au bout. C'est vraiment très cool. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pas mal appris. J'espère que vous êtes un peu moins des nulos. Nous, on va se retrouver avec Augustin à partir de vendredi à la même heure. Du coup, on parlera plus de Bitcoin, mais on parlera d'Ethereum. Comme ça, on pourra comparer. Ceux qui étaient là, qui ont pris des notes, etc. Ça peut être très intéressant d'être là aussi vendredi, parce que vous allez pouvoir comparer vraiment les utilités des blockchains, voir la différence réelle que le Bitcoin a avec l'Ethereum. Et je sais de mon petit niveau qu'il y a énormément de différences, donc ça peut être très cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que on a été un minimum agréable à écouter. Et puis voilà, on se retrouve vendredi du coup. Hey, salut tout le monde. Salut David, merci Bonne à toi. soirée. Salut. Bye.